On est à Kiev le 24 février 2022. Le jour n'est pas encore levé quand le téléphone sonne. Le président ukrainien, encore à moitié endormi, décroche. À l'autre bout de la ligne, c'est le ministre de l'Intérieur. Il se tourne vers sa femme et lui répète les mots qu'il vient d'entendre. Ça a commencé. Des chars russes viennent d'entrer sur le sol ukrainien. Pire, au téléphone, on lui annonce que des unités russes viennent d'être parachutées dans Kiev pour assassiner le président et sa famille. Lui, qui était encore il y a quelques années simple humoriste, adoré du public, vient d'être catapulté chef de guerre. Et il le sait, l'avenir de son pays est désormais entre ses mains. Slava Ukraini! Aujourd'hui, je vous raconte la véritable histoire de Volodymyr Zelensky. Les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Odoo. Odoo, en gros, c'est un logiciel de gestion tout en un qui aide les entreprises et les équipes comme la mienne à gérer leur activité au quotidien. Facturation, compta, gestion de projet, tout est centralisé au même endroit. Et aujourd'hui, je voulais plus spécifiquement vous parler d'Odoo Signature. Pour faire simple, c'est une application qui vous permet d'envoyer, de signer et de gérer tous vos documents en ligne en quelques clics. Plus besoin d'imprimer, de scanner ou de courir après les signatures. Tout se fait directement depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Concrètement, vous pouvez personnaliser votre document en ajoutant des champs comme le nom, la date, la signature où vous voulez. Vous pouvez déterminer l'ordre des signataires et aussi activer des rappels automatiques pour éviter les oublis. La signature se fait en un clic et vous pouvez suivre l'avancement de chaque document pour savoir tout de suite s'il est signé, en attente ou refusé. En plus de ça, chaque signature est tracée, sécurisée et conforme aux normes légales en Europe et aux États-Unis. Et surtout, c'est gratuit. Odoo vous offre la première application à vie avec hébergement et support illimité. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès à toutes les applications Odoo à partir de 19,90 € par mois. Le lien est en description. Tout commence le 25 janvier 1978 à Kryvyi Rih, une cité industrielle située ici, au sud-est de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Oleksandr Zelensky, un prof d'informatique, et sa femme Rima, qui est ingénieure, donnent naissance à leur premier enfant, le petit Volodymyr. À l'époque, la République socialiste soviétique d'Ukraine n'est pas encore un État indépendant. Elle appartient à l'URSS et elle est directement rattachée à Moscou. Chez les Zelensky, on parle donc russe. Il faut savoir qu'à cette époque, les quartiers n'ont pas de nom dans les grandes villes de l'URSS, seulement des numéros. Il y a le quartier numéro 1, le quartier numéro 2, et Volodymyr, lui, il va grandir dans le quartier 95, une zone populaire au milieu des barres d'immeubles grisâtres qu'on surnomme la Fourmilière. Le jeune garçon aime le piano, la danse de salon, il pratique la lutte gréco-romaine, chacun son délire. En tout cas, le jeune Volodymyr mène une enfance paisible jusqu'au 25 décembre 1991. C'est un séisme géopolitique. L'URSS s'effondre et fait basculer l'ordre mondial dans l'incertitude. L'ancienne Union est disloquée en 15 États différents et plusieurs crises économiques émergent. Dans les magasins, les rayons sont vides et la nourriture commence à se faire rare. La cité de Kryvyi Rih, elle, sombre dans la violence. On la surnomme Gangster City. Heureusement pour Volodymyr Zelensky, sa famille lui permet de tenir le cap et d'éviter les fréquentations douteuses. En fait, son style à lui, c'est plutôt ça. Cheveux en bataille, boucles d'oreilles, il est fan de guitare et il a plus le style d'un futur rocker que celui d'un gangster. Le jeune Zelensky est un passionné de cinéma, surtout des films italiens ou français, et son acteur préféré, c'est lui. Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guérilleros? Comme quasiment tout le monde dans l'Est du pays, Zelensky, quand il est avec sa famille, avec ses amis, il parle russe. En fait, à cette époque, l'Ukraine est divisée entre, d'un côté, l'Ouest et Kiev, qui parlent majoritairement ukrainien, et de l'autre, le Sud et l'Est, qui sont plutôt russophones. Ce qui est dingue, c'est que Zelensky apprendra à parler ukrainien que des années plus tard. Le jeune homme rêve de s'échapper de ces barres d'immeubles grises, et il va y arriver grâce au théâtre. Volodymyr a 17 ans et avec ses copains du lycée, il fonde une troupe amateur qui se tourne très vite vers les spectacles d'humour. Zelensky aime attirer l'attention et c'est le genre de gars à prendre des initiatives. Au départ,
départ, la petite troupe ne fait pas grand-chose d'autre que des sketchs improvisés au quartier 95. De toute façon, Zelensky, lui, il a un autre rêve, il veut devenir diplomate. Alors, à la fin du lycée, il tente d'intégrer la grande école de relations internationales de Moscou. Mais il rate l'examen d'entrée et se tourne vers des études de droit à l'Institut d'économie de Kryvyi. Après les cours, comme des millions de jeunes ukrainiens, l'étudiant allume la télé et regarde KVN, le club des malins rigolos. Cette émission, c'est une émission de télé russe où des équipes venues des quatre coins de l'ex-URSS s'affrontent dans des sketchs humoristiques. Et Zelensky et sa troupe de théâtre y rêvent pouvoir un jour d'y participer. Ils écrivent, répètent, peaufinent leurs sketchs pendant des mois dans l'appartement des Zelensky. Et finalement, on est en 1998, leur travail finit par payer. À peine 20 ans, ils se qualifient et vont à Sotchi, dans cette partie de la Russie, juste au sud de l'Ukraine, pour représenter leur ville. Toute la troupe est hyper excitée par l'opportunité, mais leur première participation est un échec cuisant. Zelensky et ses potes sont éliminés avant les huitièmes de finale. Ceci dit, la petite troupe de théâtre ne se laisse pas abattre, revient l'année d'après, et cette fois-ci, elle gagne. Et vous allez voir, cette victoire va tout changer. La bande de Zelensky se choisit un nom, ça sera les Kvartal 95, en référence au quartier de leur ville natale, et la troupe enchaîne les sketchs. Здравствуйте. Здрасте. А у вас проблемы? Нет, я танцую. Опа. Скажите, и вы все время вот так вот танцуете? А чё, вот вчера пошли с другом на дискотечку. Во. Там видели прекрасных двух девочек. Ну, значит, потанцевали с ними, немного выпили. А потом? Понимаю. Les Kvartal 95 cartonnent dans tout l'ex-URSS et ils sont invités à se produire dans l'émission KVN les 5 années suivantes. Volodymyr Zelensky laisse complètement tomber ses études pour se consacrer à cette carrière plutôt inattendue. Les Kvartal s'étaient promis de quitter leur ville de prolo, comme ils l'appelaient eux-mêmes, et ça y est. C'est fait, quand ils ne sont pas à Moscou, ils font des tournées dans tout l'ex-URSS. Tout le monde se les arrache, même des hommes d'État. Le président russe Dmitri Medvedev ou encore le président ukrainien nationaliste Viktor Yushchenko les rémunèrent pour des représentations privées. Et c'est à l'un de ces spectacles privés pour VIP que, et on est à la fin des années 2000, Volodymyr Zelensky rencontrera pour la première fois un certain Vladimir Poutine. D'après les dires de Zelensky, l'ancien espion du KGB se marre pas des masses aux blagues des Kvartal 95. Faut dire qu'ils y vont pas de main morte, ils tapent sur le physique des politiciens et ils vont même jusqu'à comparer l'Ukraine à une actrice porno. En 2003, le jeune comédien est l'une des personnalités les plus incontournables du divertissement, en Russie comme en Ukraine. L'émission KVN lui propose de devenir rédacteur de l'émission. En gros, de faire partie des pros qui accompagnent les équipes avant les représentations, les conseils, etc. C'est un poste en or et pourtant Zelensky va refuser. Pour lui, il est hors de question de continuer sans ses amis. De toute façon, il a une autre idée. Il veut monter sa propre société de production, une grosse boîte de prod russo-ukrainienne, de divertissement et de fiction pour la télévision. Quelques mois plus tard, le studio Kvartal 95 est né, et très vite, les affaires décollent. Sa boîte de prod va signer un gros contrat avec la chaîne privée ukrainienne 1+1, l'équivalent de TF1 en France. Et comme TF1, celui qui la possède, c'est l'un des hommes les plus riches du pays. Il s'appelle Igor Kolomoïski, et retenez bien son nom car il va jouer un rôle important dans la vie de Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, l'humoriste star traîne avec les visages les plus éminents du showbiz russe, fait les unes des press people à Moscou, mène un train de vie de luxe. En 2006, il participe même à la version ukrainienne de Danser avec les stars. Alors ouais, il a de sacrés moves et ça va lui permettre carrément de gagner l'émission. Et dans sa vie perso, Zelensky aussi est aux anges. Il a épousé quelques années plus tôt une certaine Olena Kiashko, qu'il a connue à l'université et qui travaille maintenant comme scénariste dans sa boîte de prod. Alors tout est beau, tout est chouette, tout est génial, sauf qu'en novembre 2013, un événement va venir bouleverser cet équilibre. Ces manifs, c'est ce qu'on va appeler l'Euromaïdan. En fait, quelques jours plus tôt, le président ukrainien, Viktor Yanukovych, décide de ne pas signer un accord d'association entre son pays et l'Union européenne. Et ça, pour la jeunesse étudiante de Kiev, qui, contrairement à d'autres régions de l'Ukraine, ne demande qu'à se tourner vers l'Europe et à se détacher de Moscou,
c'est un véritable coup de massue. C'est comme ça que les protestations vont éclater un peu partout dans le pays. En fait, il faut bien comprendre que depuis les années 90, l'Ukraine est vraiment coupée en deux idéologiquement. D'un côté, certains Ukrainiens qui vivent à la frontière et se sentent russes n'ont jamais accepté d'être détachés de ce qu'ils considèrent comme leur vraie nation. Et de l'autre côté, il y a aussi des Ukrainiens qui ont la volonté de se détacher de cet héritage russe et qui souhaitent plutôt se rapprocher de l'Occident et donc de l'Europe. Les manifs vont donc se nourrir de cette colère étudiante jusqu'à devenir une véritable révolution. Et c'est ce qu'on va appeler la révolution de Maïdan. 5 jours de manifs géantes rassemblant jusqu'à 200 000 personnes en février 2014. La situation va rapidement dégénérer en affrontement entre les manifestants et la police, et 120 personnes perdront la vie. Le 21 février 2014, le président pro-russe, Yanukovych, est filmé par des caméras de surveillance en train de fuir sa résidence, œuvre d'art sous le bras. Dès le lendemain, la Rada, le Parlement ukrainien, vote sa destitution. C'est une immense victoire pour les révolutionnaires, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Dans le sud et dans l'est de l'Ukraine, des militants pro-russes, qu'on va appeler des séparatistes, s'opposent aussi à la révolution de Maïdan et restent fidèles à Yanukovych. Bref, c'est un immense bordel qui, en avril 2014, va carrément déboucher sur une guerre entre les séparatistes pro-russes soutenus par la Russie versus le gouvernement ukrainien. In other news, tensions remain high in Ukraine after Kiev announced it was relaunching what it calls anti-terrorist operations to take back buildings seized by pro-Russian activists in several cities. Pendant plus de 8 ans, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, soutenus par l'armée de Vladimir Poutine, vont s'affronter dans ce qu'on appellera la guerre du Donbass, une région située complètement à l'est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Et pour revenir à notre bonhomme, Volodymyr Zelensky, lui, c'est un comédien star, il a 36 ans, mais il est vraiment secoué par tout ça. Et quand la chaîne 1+1 lui propose de venir sur le plateau pour parler de la situation du pays, il accepte. Прежде всего, хочу обратиться к господину Януковичу. Уважаемый господин Янукович, я вас знаю лично. Не единожды встречались. Мы говорили, что мне кажется, надо быть толерантным, не так жестко шутить, что вы сильный человек. Сегодня вы должны вспомнить, истории с вами больше нет. Вы больше не президент Украины. À l'étonnement général, Volodymyr Zelensky soutient la révolution. Et je dis à l'étonnement général parce que il faut se souvenir que Volodymyr Zelensky, il est originaire d'une région ukrainienne où on ne parle pratiquement que russe. En fait, il est vu par beaucoup comme un grand copain du gratin moscovite. Mais la guerre pour lui, c'est un électrochoc. Il va même jusqu'à fermer les bureaux de sa boîte de prod à Moscou. C'est à ce moment-là que le comédien comprend que son rôle n'est pas simplement de faire rire, mais aussi de faire réfléchir. Et justement, il pense depuis quelque temps à une nouvelle série pour exprimer ses opinions sur la vie politique ukrainienne, l'histoire d'un prof dans un lycée de Kiev qui, par pur hasard, se retrouve propulsé président de l'Ukraine. Et ce projet, pour lui, va tout changer. Le comédien star est loin de se douter que la ligne entre la fiction et la réalité est bien plus fine qu'il ne le croit. On est le 16 novembre 2015 et Volodymyr Zelensky regarde en direct le premier épisode de sa série Serviteur du peuple. Cette série, diffusée sur la chaîne ukrainienne 1+1, il l'a créée, il l'a produit et il y joue le personnage principal, Vassil Petrovitch Holoborodko, un prof d'histoire qui enseigne à Kiev. Un jour, dans sa salle de classe, le prof pète un câble contre la corruption et la politique de son pays. Достало это. Петрович, ну чё Чё? ты? Надоело уже мне это все. Математика, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, собачья. Потом мы удивляемся. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду от тебя таких слов не слышал. Че ты завелся? Потому что достали все эти вот здесь, понимаешь? Cette scène, elle est fondatrice et c'est le début de toute l'intrigue de Serviteur du peuple. En moins d'une saison, la série va devenir le plus gros succès de la télé ukrainienne avec 20 millions de téléspectateurs, soit la moitié de la population du pays. Pour Zelensky, c'est un tournant. La popularité, il l'avait déjà, mais là, il devient, en tout cas dans la tête des Ukrainiens, un leader charismatique, prêt à se battre contre la corruption de son pays. Et là, vous allez peut-être me dire, t'emballes pas, Gasp, c'est qu'un rôle, c'est de la fiction. Eh ben ouais, mais dans le contexte ukrainien du moment, le personnage et l'acteur vont se confondre. Le réalisateur de la sitcom raconte même que des gens se mettent carrément à appeler Zelensky « Monsieur le Président » dans la rue. Et pour le principal intéressé, cette idée commence à faire son chemin. C'est comme ça qu'en 2017, Volodymyr Zelensky devient membre du Parti du Changement Décisif, un mouvement politique créé quelques mois plus tôt. Sans véritable ligne politique, il demande à ce que le parti soit renommé Serviteur du peuple, tout en insistant sur le fait que, je
cite « Il ne s'agit pas encore d'un projet politique ». Et pourtant, on est le 31 décembre 2018, Zelensky est en vacances, en famille et au ski, l'élection présidentielle ukrainienne de 2019 approche et son nom est de plus en plus testé dans les sondages. Il est bientôt minuit et comme chaque année, la chaîne 1+1 devrait diffuser les vœux du président de l'Ukraine, le pro-européen Poroshenko. Mais à la surprise générale, c'est le visage de Volodymyr Zelensky qui apparaît à l'écran. Іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком. Cette vidéo d'annonce, il l'a préparée en secret, même sa femme n'est pas au courant, elle croit à une blague. Mais Volodymyr Zelensky est très sérieux, il est prêt à agir. L'élection est dans 3 mois, c'est très court pour faire campagne, mais l'humoriste n'a pas besoin de plus. En fait, à part poster des vidéos sur son compte Instagram qui touche 5 millions d'abonnés, il ne fait pas grand-chose. Pas d'interview, pas d'émission télé. La campagne de Zelensky est qualifiée d'inexistante. Et ça montre bien à quel point il veut incarner une rupture, un changement radical, en tout cas par rapport aux politiciens ukrainiens habituels. Tout ça dans un contexte où il y a une forte vague de dégagisme dans le pays, un rejet des élites habituelles. Mais Volodymyr Zelensky n'est pas parfait. S'il veut se faire passer pour un homme du peuple, faut pas oublier que le type a fait fortune dans le show business et qu'il est très loin de la réalité de vie de la majorité des Ukrainiens. D'ailleurs, à quelques jours de la présidentielle, un journal ukrainien révèle que la famille Zelensky possède une villa en Toscane d'une valeur estimée de 4 millions d'euros que Zelensky a malencontreusement oublié de déclarer au fisc. Sur les réseaux sociaux, il ne montre rien de ce mode de vie privilégié et n'a pas peur de céder au populisme. En février 2019, il va même jusqu'à demander à ses abonnés sur les réseaux sociaux qui, selon eux, devrait être Premier ministre de l'Ukraine, procureur général ou encore ministre de la Défense. Bon, mais au-delà de ça, le succès de cette campagne, il repose surtout sur 2 hommes. Le premier est très riche, c'est lui, Igor Kolomoïski, dont je vous ai déjà parlé, le propriétaire de la chaîne 1+1. Kolomoïski est en conflit avec le président ukrainien actuel et met tout en œuvre pour rendre Zelensky présidentiable. Déjà en lui offrant cette tribune le 31 décembre 2018, mais en faisant aussi par exemple diffuser 48 heures avant le premier tour des élections, la 3e saison de Serviteur du peuple. Il y a donc ce Kolomoïski, et puis le deuxième personnage central de cette campagne, c'est lui, Petrovitch, le personnage de Zelensky, ce prof d'histoire de la série Serviteur du peuple qu'il joue à l'écran, qui représente parfaitement ces Ukrainiens qui en ont ras-le-bol de cette classe politique ukrainienne corrompue. Et ça, Zelensky en a parfaitement conscience. Dans tout le pays, on peut voir des panneaux d'affichage avec écrit « Président serviteur du peuple, bientôt ». Zelensky va même jusqu'à utiliser le décor de la série pour ses vidéos de campagne. Le seul problème, c'est que le programme de Zelensky est plein de promesses un peu fourre-tout, mais il y a franchement rien de concret sur comment il compte y parvenir. Ces mots d'ordre, en parfait écho à ce que dit son alter ego de la fiction, vaincre la corruption, obtenir la paix au Donbass, rénover les routes. En fait, l'humoriste candidat n'a aucune expérience en politique. Il a de grosses lacunes en économie et en géopolitique. Et pire encore, en ukrainien qu'il parle très mal, malgré les cours intensifs pris en urgence. Bref, difficile de croire qu'un type aussi novice puisse arriver au sommet de l'État ukrainien. Le 31 mars 2019, Zelensky arrive en tête du premier tour avec un peu plus de 30% des voix. C'est presque 2 fois plus que son adversaire principal, le président sortant, Petro Poroshenko. Pendant le débat présidentiel de l'entre-deux tours, la politique spectacle est à son max. Faut imaginer, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui débattent au Stade de France devant 70 000 personnes qui crient leur soutien ou huent les candidats à chaque punchline. C'est exactement ce qui se passe au Stade Olympique de Kiev le 19 avril 2019, 2 jours avant le second tour. На посаді президента. Ви наголосили на тому, що у вас для цього є час. Чи сіли би ви в літак, пілот якого сів порулити для того, щоб навчитися? Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Après ça, sans grande surprise, le scrutin du 21 avril 2019 est une formalité. Volodymyr Zelensky écrase son adversaire et est élu président de l'Ukraine avec 73% des suffrages. C'est la première fois qu'un président arrive en tête de la quasi-majorité des régions ukrainiennes et, plus surprenant, son soutien le plus fort vient de l'est du pays, notamment des régions les plus proches de la Russie. Pour Volodymyr Zelensky, tout semble gagné, mais cette reconversion professionnelle va s'avérer un peu plus compliquée que prévu.
On est le 20 mai 2019 et Volodymyr Zelensky a enfin un vrai boulot, en tout cas, c'est ce que disent ses potes du Kvartal Studio. À 41 ans, il est investi président de l'Ukraine. Faut imaginer le truc, c'est un peu comme si Jean Dujardin devenait président de la République française. Et Volodymyr Zelensky ne débarque pas tout seul à Bankova, l'équivalent de l'Elysée en Ukraine. Le comédien ramène dans ses valises pas mal de ses proches, comme Sergei Shefir, son ancien coloc à Moscou, et collègue du studio Kvartal 95 qui devient son premier conseiller. Le poste de chef des services secrets est confié à Ivan Bakanov, un ami d'enfance de Zelensky à la Fourmilière. En fait, un média d'investigation ukrainien estime qu'une trentaine de personnalités comme ça, issues du studio Kvartal, gravitent désormais dans les plus hautes sphères du pouvoir ukrainien. Et ça plaît pas vraiment. Les critiques fusent, mais Zelensky est bien décidé à les faire taire. Pour ça, il commence son mandat fort en s'attaquant tout de suite à la guerre du Donbass. Мы готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех українських пленних. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Dès son arrivée au pouvoir, Zelensky dissout aussi la Rada, le parlement ukrainien, pour convoquer des élections législatives anticipées. Son parti n'a même pas un an, il n'a aucun élu, mais Zelensky croit pouvoir surfer sur sa popularité du moment. Et il a plutôt raison d'y croire. Il obtient comme ça la majorité absolue au Parlement. Les députés qui entrent à la Rada n'ont rien à voir avec les élites ukrainiennes habituelles. Ils ont en moyenne 37 ans et viennent de la société civile. Autant dire aussi qu'ils sont parfaitement novices en politique. Le nouveau président ukrainien décide d'alléger les immunités parlementaires des députés, lance une cour spéciale anticorruption, entame de grandes réformes sur l'agriculture. Il veut mettre en place ce qu'il va appeler un État dans un smartphone, en gros une app qui va regrouper toutes les démarches administratives du pays. Il entend aussi rénover les routes ukrainiennes, comme en rêvait le prof d'histoire qu'il incarnait dans Serviteur du peuple, qui sursautait à cause de leur mauvais état. La rapidité avec laquelle ces réformes s'enchaînent valent un petit surnom à son gouvernement, le turbo-régime. Comme dans sa série, Zelensky veut être un président normal, désacralisé. Pendant son discours d'investiture, devant les élus du Parlement, il dira même ça. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Il se détache même progressivement de l'oligarque de ses débuts, Igor Kolomoïski, pour définitivement faire taire les accusations d'ingérence. Mais malgré tout ça, dès le début de son mandat, il n'est pas tellement pris au sérieux. Plusieurs politologues le catégorisent comme un bouffon, un clown. À l'international aussi, on doute. Comment un ancien humoriste pourrait-il régler la guerre du Donbass? Malgré les accords de Minsk, un texte signé en 2015 qui devait mener un cessez-le-feu dans la région, le conflit a déjà fait 14 000 morts, dont 8 000 Ukrainiens, militaires ou civils. Zelensky s'est prononcé en faveur de la paix pendant toute sa campagne, mais maintenant, il doit passer à l'action. C'est comme ça que, le 9 décembre 2019, il se rend à Paris. Sous les regards de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et son homologue russe se rencontrent. Et vous allez voir, Vladimir Poutine est légèrement condescendant. Ici, par exemple, il indique à Zelensky, pas vraiment habitué à ce genre de sommet, où sont les photographes. En souriant, il lui mime de se tourner en lui disant que les caméras sont dans son dos. Bon, mais malgré les espoirs, Poutine et Zelensky campent sur leur position et les négociations ne mènent pas à grand-chose. À côté de cet échec, le nouveau président ukrainien essuie pas mal de revers et son image commence à s'effriter. En septembre 2019, on apprend que Donald Trump a bloqué 400 millions de dollars d'aide à l'Ukraine pour faire pression sur Zelensky. Le président américain voulait que son homologue ukrainien fasse ouvrir une enquête sur les activités de son rival politique, Joe Biden, et de son fils Hunter Biden, accusés de corruption en Ukraine. Quelques mois avant l'élection présidentielle américaine de 2020, Zelensky a accepté, ce qui lui vaut d'être accusé de céder aux pressions, bref, d'être un faible. Pour ne rien arranger, en octobre 2021, des journalistes du Consortium international des journalistes d'investigation révèlent des documents secrets explosifs. Les Pandora Papers. On y découvre que des personnalités publiques du monde entier pratiquent la fraude ou l'évasion fiscale. Parmi elles, un certain Volodymyr Zelensky. L'ancien comédien est accusé de cacher des millions de dollars de sa société de production aux îles Vierges britanniques. Pour un autoproclamé combattant de la corruption,
ça passe pas. Le président ukrainien nie en bloc. Selon lui, les entreprises mises en cause dans les Pandora Papers ne lui appartiennent plus. Il les aurait cédées à ses partenaires du Studio Kvartal juste avant son élection, en 2019. Il n'a donc pas été jugé, même si d'après certains médias impliqués dans cette grande enquête, comme le Guardian, les amis de Zelensky s'étaient arrangés pour qu'il continue de percevoir des dividendes. Bref, la cote de popularité de Zelensky est en chute libre, et il se retrouve mouillé dans tout ce qu'il critiquait chez ses prédécesseurs, cachotterie financière, entre-soi, tout est en train de partir en vrille, et le jeune président encaisse plutôt mal les critiques. Lui qui est habitué aux applaudissements et aux ovations, ne supporte pas d'être mal aimé. Pendant ce temps, le conflit au Donbass continue de s'enliser, et la paix avec la Russie, le seul truc concret que promettait Zelensky pendant toute sa campagne, semble loin. Fin 2021, les troupes russes s'amassent de plus en plus à la frontière, et Vladimir Poutine accuse le gouvernement ukrainien de discriminer la population russophone du pays. En fait, ici, il prépare ses arguments pour justifier une possible intervention militaire en Ukraine où un peuple russe serait opprimé. À la mi-janvier 2022, les États-Unis alertent Zelensky sur une possible invasion russe. Mais à Kiev, on a du mal à y croire. Après tout, le pays vit sous l'ombre de cette menace depuis des années maintenant. Pourtant, le 23 février 2022, environ 150 000 soldats russes sont postés à la frontière ukrainienne. Et le lendemain, l'Ukraine est envahie. Les républiques Donbass обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Cette opération militaire spéciale, c'est en fait le début du plus grand conflit armé sur le territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Volodymyr Zelensky qui est aux manettes du pays attaqué. Lui, le comique, le petit novice en politique, va devoir se transformer en véritable chef de guerre. Le 24 février 2022, le chaos règne en Ukraine. Au son des sirènes stridentes et des explosions, des blindés russes entrent dans 5 des régions ukrainiennes frontalières à la Russie. Volodymyr Zelensky, lui, se fait réveiller par un coup de fil de son ministre de l'Intérieur, puis se tourne vers sa femme, Olena, et lui dit « Ça a commencé ». En quelques minutes, le couple réveille leur fille de 17 ans, leur fils de 9 ans, et les prépare à fuir le palais présidentiel. Pas le temps pour plus, les renseignements militaires ukrainiens ont déjà informé le président que des unités russes avaient été parachutées à Kiev dans l'unique but de le capturer ou de le tuer, une menace qui vaut aussi pour sa famille. Les États-Unis et le Royaume-Uni proposent immédiatement d'exfiltrer le président, sa famille et son équipe. Mais contre toute attente, Zelensky refuse. Au téléphone avec des responsables américains, il aurait dit cette phrase qui a fait le tour du monde. « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Cette décision de rester au pays pour combattre montre que, dès le début, Volodymyr Zelensky, c'est un moteur, une figure de confiance à laquelle les Ukrainiens peuvent se rattacher. Puis c'est aussi une forme d'inspiration pour les troupes. Quand on voit le déséquilibre militaire entre la Russie et l'Ukraine, Kiev n'était pas censé faire long feu. En ce 24 février 2022, le président ukrainien essaye donc de garder la tête froide et se précipite au Parlement pour proclamer la loi martiale dans tout le pays. Від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Slava Ukraine. Mais certains Ukrainiens commencent déjà à fuir leur maison et à créer d'énormes files d'attente aux stations-service. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine essaye de justifier l'invasion par tous les moyens. Счета людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. En fait, ces accusations de nazisme ukrainien, ça fait partie du discours russe depuis 2014 déjà. La propagande met en avant les liens historiques entre certains Ukrainiens et l'Allemagne nazie, dont l'un, le bataillon Azov, est intégré à l'armée ukrainienne en 2014. Mais contrairement aux mots de Vladimir Poutine, le régime ukrainien ne provoque pas un génocide nazi sur son peuple. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине.
Volodymyr Zelensky vient en effet d'une famille juive qui a vécu la Seconde Guerre mondiale dans sa chair. 4 membres de la famille du président ukrainien ont été assassinés par balles pendant la Shoah, l'extermination de près de 6 millions de juifs par l'Allemagne nazie. La majorité de la communauté internationale condamne l'agression russe. Les sanctions économiques contre la Russie tombent, mais rien ne semble faire fléchir Vladimir Poutine. Le deuxième jour de l'invasion, Volodymyr Zelensky apparaît pour la première fois dans une tenue qui va devenir très symbolique, un pantalon et un t-shirt kaki, comme pour dire « moi aussi, je suis sur le terrain ». Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Les États-Unis et l'Union européenne renforcent donc leurs aides et fournissent à l'Ukraine plus d'armes qu'à aucun autre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Le soir du 24 février 2022, le bilan est déjà lourd. 137 morts et plus de 300 blessés dans tout le pays. Les troupes russes avancent et il n'y a pas une minute à perdre. Le président annonce d'emblée la mobilisation générale. Tous les hommes de 16 à 60 ans ont désormais interdiction de quitter le territoire, au cas où ils devraient être envoyés au front. Le lendemain du début du chaos, on est le 25 février, Volodymyr Zelensky poste cette vidéo sur Instagram. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні. Alors que Zelensky était plutôt mal barré ces 2 dernières années, en une nuit, sa cote de popularité bondit de 25 à 91%. Et ça s'explique par 2 choses. Déjà parce qu'il est resté au pays au lieu de s'enfuir, et en plus parce qu'il s'implique personnellement dans l'effort de guerre à sa manière. En fait, le principal travail guerrier de Zelensky se passe face à une caméra. Des Grammy Awards au Parlement européen, en passant par le Festival de Cannes ou la Banque mondiale, il fait en moyenne un discours par jour, toujours personnalisé et minutieusement adapté à son auditoire. On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Feel the silence with your music. Feel it today to tell our story. Tell the truth about the war on your social networks, on TV. Support us in any way you can, any but not silence. And then peace will come. To all our cities, the war is destroying. Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol, and others, they are legends already. But I have a dream of them living and free, like you on the grand stage. Zelensky est cerné, ses traits se durcissent, il laisse pousser sa barbe. Son air grave ne semble pas avoir quitté son visage depuis ce jour de février 2022. Sa cote de popularité explose aussi à l'international. Il est même nommé personnalité de l'année 2022 par le magazine American Time. Mais pendant ce temps, sur le front, c'est une guerre de tranchées qui s'installe. Le monde découvre l'extrême brutalité de l'armée russe contre les civils. En avril 2022, 458 corps sont retrouvés à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, certains avec les mains attachées dans le dos. En mars 2022, la Cour pénale internationale lance une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un an plus tard, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Vladimir Poutine. En septembre de la même année, le maître du Kremlin annonce l'annexion de 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, celles de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia, zones qu'il avait ciblées dès avril. Il justifie cette décision par des référendums qualifiés de mascarade par l'Occident, organisés sans respect des règles démocratiques. L'annexion est d'autant plus absurde que l'armée russe ne contrôle même pas l'intégralité de ses territoires. Ce geste viole un peu plus la souveraineté de l'Ukraine, ce qui pousse l'Union européenne à durcir ses sanctions contre la Russie. Fin 2022, l'Ukraine se prépare à une contre-offensive qui pourrait bien rebattre les cartes du conflit. Elle doit commencer dans les régions de Donetsk et Zaporizhzhia au printemps 2023, mais les livraisons occidentales sont en retard et les conditions climatiques ne sont pas réunies. Faut dire que l'hiver peut être très rude dans ces régions, elle est donc repoussée à l'été. Ce contretemps change la donne, l'armée russe a eu le temps de fortifier ses positions et la contre-offensive, tant attendue, est un échec cuisant. Depuis 2023, les lignes de front se sont plutôt stabilisées et cette guerre semble s'enliser. Pendant ce temps, les critiques commencent à fuser en Ukraine. En 2024, la popularité de Zelensky tombe à 58% contre 91% 2 ans plus tôt. Le Parlement ukrainien n'a plus aucune marge de manœuvre et même si les circonstances exceptionnelles peuvent l'expliquer, des accusations de dérive autoritaire se font entendre en Ukraine. D'ailleurs, l'année 2024 est assez particulière puisqu'elle est aussi censée sonner comme la fin du mandat de l'acteur à la tête de l'Ukraine. Mais la loi martiale empêchant la tenue de toute élection, le président ukrainien reste aux manettes et on ne sait pas pour combien de temps. Début 2025, Volodymyr Zelensky est toujours au pouvoir quand le tout fraîchement élu Donald Trump décide qu'il faut mettre fin à la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne. So if I
were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Après plusieurs échanges tendus avec le président américain, Volodymyr Zelensky accepte d'envoyer une proposition de cessez-le-feu à la Russie. La paix n'a jamais été aussi proche, mais depuis, les négociations pataugent. Les conditions proposées par Vladimir Poutine ressemblent à une capitulation totale de l'Ukraine, démilitarisation du pays, arrêt des relations avec l'OTAN, départ de Zelensky au profit d'un président pro-russe, une solution que le président ukrainien semble bien loin d'envisager. L'histoire de Volodymyr Zelensky, c'est celle d'un outsider qui a séduit l'Ukraine par son humour avant de devenir une star de la télé. L'histoire d'un acteur charismatique que la fiction a porté au pouvoir malgré lui. C'est l'histoire aussi d'un businessman qui a voulu changer la politique ukrainienne, sorte de symbole de la résistance ukrainienne face au régime de Vladimir Poutine. C'était l'histoire de Volodymyr Zelensky. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Pour des contenus au quotidien et découvrir les coulisses de la chaîne, je vous donne rendez-vous sur mon Insta. Et avant de vous laisser filer, je vous conseille 2 vidéos. La première, c'est ce documentaire que j'ai réalisé il y a 2 ans en Ukraine. Et pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment en Europe de l'Est, l'histoire folle de Călin Georgescu, je reviens sur cette folle campagne qui a eu lieu pour la présidentielle roumaine où le type a failli être élu, le tout grâce à TikTok.